Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons du processus de transformation numérique des PME. Et pour pouvoir développer cette thématique-là, j'ai un invité de marque. Il s'agit de monsieur Abdoulaziz Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdoulilah. Ah, parfait. Alors, je rappelle que monsieur Abdoulaziz Diallo est CEO de Rond-Point Digital, qui est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises. Effectivement. Okay. Il est aussi formateur et consultant en marketing et communication digitale avec 7 ans d'expérience. Donc, vous voyez déjà que c'est une personne qui est calée dans son domaine, qui connaît vraiment ce qu'il fait. C'est ça. Ça. Alors, monsieur Aziz, aujourd'hui, nous parlons du processus de transformation numérique des PME. Oui. Déjà, est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu c'est quoi le processus de transformation numérique? Et aussi, c'est quoi une PME? Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. D'accord, pas de problème. Bon, bonjour à tout le monde. D'abord, on va en venir sur la transformation numérique. Oui, sur la transformation numérique, la définition de la transformation numérique, et aussi mettre le point sur la différence entre, ou bien les différences entre transformation numérique et digitalisation. Ouais. Parce que quand on parle de transformation numérique, c'est en fait c'est l'ensemble des outils et des technologies numériques qui ont été mises en place. Maintenant, la digitalisation, c'est l'utilisation de ces outils-là et de ces technologies-là. En fait, c'est un processus d'utilisation qui donne la digitalisation. Du coup, la digitalisation est inclue dans la transformation numérique. Et on peut dire que la transformation numérique est mère de la digitalisation. C'est très important de faire cette différence-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que la digitalisation, c'est forcément la numérisation. C'est la même chose. Mais là, avec cette définition-là, on voit que la numérisation, c'est beaucoup plus la mise en place de ces outils-là, de ces technologies-là. Et la digitalisation, c'est simplement le fait d'utiliser ces outils et ces technologies. Il y a réellement une grosse différence entre les deux. Effectivement, c'est ça. Et les PME? Et les PME sont les petites moyennes entreprises. Et bon, ce sont ces entreprises qui ont peu de ressources. Et quand on parle de ressources, on peut parler de ressources humaines. On peut parler aussi de ressources financières et aussi de ressources aussi matériel technique. D'accord. Maintenant, ces petites et moyennes entreprises-là ont parfois des difficultés ou bien se heurtent à des difficultés d'évolution. Parce que le monde est en évolution avec la numérisation et tout ça, des process de travail, avec la digitalisation de la communication et des trucs comme ça. Maintenant, ces PME-là doivent être accompagnés. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Naturellement. Voilà. Ok. Alors, quelle est la vision stratégique de la PME en matière de transformation numérique? Bon, en matière de transformation numérique, la vision stratégique de la PME doit s'orienter plus sur les domaines d'activité et aussi sur les actions qui sont souvent fréquentes. Ok. Je m'explique. Aujourd'hui, la vision stratégique des PME sur la transformation numérique doit se focaliser sur les ressources humaines, sur l'équipe, sur la formation, sur la mise en place aussi des outils. C'est très important. Et ces outils-là aussi sont adaptés à chaque domaine de compétences au sein de l'entreprise. Exemple, des outils numériques ou bien des outils technologiques qui vont nous permettre d'optimiser le CRM, Customer Relationship Management,
comment manager nos clients avec des outils numériques, comment gérer notre capital humain avec des outils, des technologies numériques. Maintenant, la vision stratégique des PME doivent se focaliser sur la formation, l'acceptation de l'acculturation numérique des collaborateurs en interne. Effectivement. Il y a beaucoup de PME qui naissent et qui se lancent directement dans le profit. Ils veulent directement gagner de l'argent. Mais comme vous venez de le dire, dans ce processus de digitalisation ou bien de numérisation-là, il est important souvent de se focaliser sur nos ressources, de les former afin qu'à long terme, ils produisent plus que maintenant quand ils n'ont absolument rien. Effectivement. Donc, c'est vraiment stratégique. Effectivement, c'est vraiment stratégique. Raison pour laquelle, en fait, il y a certains chefs d'entreprise qui définissent leur vision à moyen et long terme. C'est pas, en fait, ce ne sont pas des objectifs qui sont à court terme, ce sont des objectifs qui sont à long et moyen terme. Du coup, il faut avoir une vision très claire et très nette avant de se rabattre vers ces processus d'atteinte d'objectifs. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les technologies numériques clés qui pourraient être adoptées par des PME pour améliorer leurs opérations? Bon, les PME, comme je l'ai si bien souligné, doivent améliorer leurs opérations sur les activités qui sont plus rentables. Exemple, si on prend le cas d'un PME qui est dans la transformation agroalimentaire et tout ça, aujourd'hui, cette entreprise-là a besoin d'outils technologiques, en fait, de pouvoir automatiser ses activités. Et à ce sens, on a la production qui est là, augmenter la production et autres. Du coup, les PME doivent faire plus focus sur l'orientation de la formation et l'acculturation, et aussi recherche de partenaires. C'est très important parce que les PME n'ont pas le budget ou bien cette capacité financière à pouvoir supporter cela. Maintenant, si la formation est là, si les partenaires sont là aussi, ça va leur permettre à pouvoir rentabiliser des activités et automatiser cela. Ça va augmenter la production. En fait, ça va augmenter le taux de production. C'est le taux de production. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous êtes formateur, ça veut dire que vous aidez certaines PME à bien effectuer leur transformation numérique. Alors, quels sont les principaux défis et les opportunités liées à cette transformation pour une PME? Je vais commencer aux défis. Les défis sont l'acceptation d'abord. Parce que actuellement, on est en phase de transformation numérique. Du coup, il faut que les personnes, les hommes et les femmes qui travaillent au sein des entreprises, des petites moyennes entreprises, que ça soit aussi les grandes entreprises, puissent accepter l'acculturation numérique. C'est très important. C'est-à-dire accepter à utiliser les outils, accepter les technologies, et ça va rentabiliser leur efficacité. Mais est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, c'est accepté en ce moment? Ou bien c'est en cours? On peut dire qu'au Sénégal, c'est accepté. Bon, de manière générale, c'est accepté. Et c'est en ce sens même que le nouveau gouvernement a lancé une politique de numérisation, numérisation du secteur administratif, avec le lancement du New Deal technologie. Et avant cela même, au niveau de la stratégie Sénégal 2050 aussi, ça en dit beaucoup sur la formation, parce que aussi les défis des petites et moyennes entreprises, c'est d'abord
que les collaborateurs puissent avoir la volonté d'évoluer et d'optimiser Effectivement. leurs activités. Et c'est cela qui va nous permettre à dire que on a des opportunités qui s'ouvrent vers un marché, Effectivement. parce que les investisseurs mettent l'accent plus sur les entreprises qui suivent l'évolution du monde, et actuellement le monde évolue en fonction des outils et technologies qui sont mis en place. Maintenant, l'opportunité est très large pour les petites et moyennes entreprises, mais il faut savoir saisir ces opportunités-là. Effectivement. Alors, je note de cette question que les opportunités dépendent du mind, de la perception des collaborateurs qu'il y a dans la PME. C'est l'acceptation. Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Et bon, j'espère vraiment que... Mais je vois que les gens commencent à changer de mentalité, commencent à accepter la digitalisation un peu plus au fur et à mesure, et c'est bon signe. Oui, parce qu'en fait, ces mêmes personnes-là acceptent la digitalisation parce que il y a des défis qui sont là, et ces défis-là sont plus aspect sécuritaire. Parce que il y a des entreprises qui ne font pas confiance à des outils qui leur permet en fait de rendre automatique leur process de travail, parce que il y a les collectes des données. Ils se soucient, ou bien bon, elles se soucient, les entreprises se soucient où vont ces données-là. Alors que ces données-là sont collectées et aussi peuvent être utilisées à leur guise. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle le neuromarketing. Le neuromarketing, ce n'est rien d'autre que, en fait, les habitudes et les aptitudes des consommateurs. Et on a ça à partir des données qui sont collectées par des outils technologiques qui ont été mis en place par des penseurs, par des génies de la transformation numérique. C'est ça. D'accord. Alors, comment la PME peut-elle gérer les risques liés à la sécurité? On parlait tout de suite de sécurité des données. Comment est-ce qu'une PME peut gérer ceci lié? Parce que vous avez parlé de peur. Les gens ont peur d'aller sur la digitalisation, sur le numérique, parce que ils se disent qu'il y aura un problème de données, de confidentialité. Comment est-ce qu'on peut gérer dans cette transformation? Bon, dans cette transformation, les PME peuvent être en partenariat avec des entreprises qui sont spécialisées en ce domaine. Je vois. Exemple, bon, j'en connais. Il y a un grand monsieur, un ami. C'est lui-même qui m'a initié à la numérisation, formation en marketing digital et tout ça. C'est mon frère, c'est mon ami, c'est Abdou Karim Diop. Il accompagne des PME avec tout ce qui est DevOps, cybersécurité et tout ça. Et en ce sens, si on est bien accompagné, là, les PME n'auront pas de soucis à se faire. Juste, en fait, le problème sera un problème de budget. Qui est la seconde question même, évidemment, le budget, parce que prendre une entreprise qui va gérer la sécurité de vos données, ça revient à avoir de l'argent. Oui, ça revient à avoir de l'argent, effectivement, mais aussi ça revient aussi à prendre conscience sur l'importance de ces données-là. Parce que toute donnée, c'est-à-dire on a deux types de données. On a des données quantitatives et des données qualitatives. Les données quantitatives sont utilisées pour avoir cet aperçu sur le nombre de personnes, sur le nombre d'achats, sur le nombre et tout ça. En fait, c'est sur le nombre de clients ou bien de prospects qu'on a eu à toucher. Maintenant, les données qualitatives, ce sont des données qui font plus focus sur en fait comment ou bien pourquoi le client, c'est-à-dire est-ce que
la personne là, est-ce que les 5 personnes qui ont eu à interagir ont été converties en clients? Oui, je vois. Là, même ces 5 personnes-là ont plus de valeur que les 50 personnes qui sont là et qui n'ont pas, voilà quoi, en nombre. Oui. Et là, en fait, le nombre est inférieur qu'à 50, mais en termes de qualité, de rentabilité, c'est, en fait, c'est plus, comment dire, c'est plus rentable. Okay. Aussi, il y a, le budget aussi pose problème si on veut numériser l'ensemble des process de travail. En même temps. Oui, en même temps. Ça pose problème aussi. Parce que si vous êtes une petite et moyenne entreprise, il faut, en fait, il faut connaître, cibler vos process de travail. Comme on le fait en marketing, les produits qu'on a, il y a des produits vaches à lait, des produits vedettes, des produits stars et tout ça. Et souvent, les produits vaches à lait nous rapportent 80% de notre chiffre d'affaires. Maintenant, il faut savoir cibler les métiers. Les métiers qui sont notre cœur de métier et aussi numériser ces métiers-là. Je prends l'exemple, si vous êtes une petite et moyenne entreprise qui est dans le domaine de tout ce qui est cabinet RH et tout, il faut savoir, en fait, numériser votre process de recrutement, votre process de segmentation des CV, votre process d'entretien. Même si vous pouvez faire des entretiens en ligne, plus qu'en présentiel, ça va rendre les choses en fait plus rapides, mais aussi ça va vous permettre aussi à pouvoir sélectionner des CV de qualité, des profils de qualité. C'est ce que je disais, les données quantitatives et les données qualitatives. Là aussi, si on a un budget qui est restreint et qu'on souhaite numériser l'ensemble de nos process de travail, là, ça va poser d'énormes problèmes. Il y aura beaucoup d'argent. C'est vraiment un très gros budget. Oui, c'est de faire tout en même temps. Et parce que si on veut numériser notre communication, là, il faut avoir, exemple, quoi, un site web, les réseaux sociaux, les ads, les SEO, et tout. Maintenant, là, on rend notre communication numérique. Et le site web, ça nous permet de communiquer, en fait, 365 jours sur 365, H24, 7 jours sur 7. Du coup, les réseaux sociaux aussi, c'est ça. On a les outils qui sont là, Facebook, et ainsi de suite, ce sont des outils, comme je le disais au moment de la définition. Maintenant, l'utilisation de ces outils-là, le processus d'utilisation, c'est le marketing digital, c'est la communication digitale. Vous voyez? Maintenant, si on a ces outils-là aussi, et aussi derrière, on a aussi d'autres outils qui sont créés pour optimiser l'utilisation de ces outils-là. Exemple, les SEMrush. Facebook et Instagram ont mis en place le MetaSuite. Là, en fait, c'est, voilà, quoi, pour Facebook, Instagram. Mais avec les autres outils, SEMrush, Buffer et tout ça, il y a les versions payantes que tu peux avoir pour synchroniser l'ensemble des outils et technologies de communication que tu as en place pour numériser ta communication. Du coup, là aussi, c'est un coût qui est là. Et en fait, et les autres process aussi. Méthode de faire des conférences en ligne, il y a des outils qui sont payants, il y a des outils qui sont là, quoi, gratuits, en freelance. Quand j'écoute tout ça, est-ce que je me dis, enfin, on parlait tout de suite de personnes qui avaient peur et qui préfèrent rester à la méthode traditionnelle. Quand je vois ce gros budget-là, est-ce que c'est pas une raison même pour laquelle plusieurs entreprises préfèrent rester au manuel au lieu d'entrer dans la digitalisation? Oui, c'est une des raisons, parce que il faut savoir aussi, l'accompagnement des entreprises, c'est pas du tout facile, hein. Parfois, on est obligé d'accompagner des petites et moyennes entreprises, parce que ces entreprises-là, voilà quoi, vous avez cette vision que l'entreprise peut devenir l'un des champions
au Sénégal ou bien en Afrique de l'Ouest, Oui. alors que les budgets ne sont pas au rendez-vous. Ouais. Peut-être le budget ne sera plus tard. Maintenant, il faut savoir conseiller et orienter ces entreprises-là vers quel process numériser. Ok. Quels sont les process qu'on doit numériser, quels sont les process qu'on ne doit pas numériser. Ok. Exemple, si vous êtes une entreprise qui veut se développer, il faut savoir numériser l'acquisition de clients. Oui. Et rendre ça automatique et tout. Maintenant, si vous numérisez aussi d'autres métiers qui ne sont pas des métiers, en fait, des cœurs de métier de l'entreprise, c'est très difficile d'être rentable et aussi de survivre parce que il y a beaucoup de concurrents et voilà quoi. Je comprends parfaitement. Donc, en tant que PME, la première des choses, si on veut numériser notre entreprise, c'est de cibler déjà dans quel domaine on va numériser. On peut pas numériser tout, parce que sinon déjà le budget sera trop élevé. Ouais. Mais aussi on va peut-être investir sur un point qui n'est pas en danger. Voilà. C'est vraiment de cibler la chose qui te permettra d'être le plus en avant et d'investir un budget dedans pour numériser, pour certainement avoir plus de ventes. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, vous voyez que même moi, sur l'émission, j'ai compris. Voilà. Alors, quelle est la stratégie pour que la PME puisse mesurer le succès de sa transformation numérique? Bon, la stratégie de mesurer le succès, ce sont les mêmes, en fait, c'est la même stratégie pour mesurer les performances d'une autre stratégie, que ça soit digital, que ça soit publicité et tout ça. Ce sont les KPIs. Ce sont les indicateurs de performance. Aujourd'hui, même la personne a ses propres indicateurs de performance. Aujourd'hui, vous avez votre propre indicateur de performance parce que si vous mesurez il y a 3 ans de cela, à aujourd'hui, vous avez en fait, il y a des étapes de succès. Oui. Et il y a des choses qui vous indiquent que vous êtes performante actuellement parce que vous avez votre voiture, vous avez votre appartement et tout ça. Ce sont des indicateurs clés de performance. Maintenant, pour mesurer notre succès en transformation numérique, là, il faut se baser sur comme bon, je l'avais dit, sur d'abord le métier ou bien le domaine dans lequel nous avons eu à faire la transformation numérique. Maintenant, voir les performances. Est-ce que après avoir entamé notre processus de numérisation en 12 mois, en 18 mois, ou bien en 24 mois, quelle est notre valeur ajoutée? Quel est notre positionnement sur le marché? Par rapport à nos concurrents sur ces 2 ans, ou bien sur ces 1 an, 6 mois, ou bien sur ces 1 an, quelle est la perception que nous avons eue? Si c'est une entreprise agroalimentaire, je reviens, quel est le nombre de production en termes de tonnes avant la numérisation et après la numérisation? Je comprends. Si c'est une entreprise qui vend des services, quel est notre chiffre d'affaires ou bien quel est le nombre de prospects qui ont été convertis en clients avant et après? Et est-ce que les processus de conversion sont les mêmes et quel est en fait le processus de conversion qui est le plus rapide? Vous voyez, tout ça sont des indicateurs de performance. Maintenant, les indicateurs de performance sont en fait relatifs en fonction de votre domaine d'activité stratégique, en fonction de ce que vous avez numérisé, en fonction des outils que vous avez eu à adopter pour votre transformation numérique. Après, en parlant, on se rend compte que c'est assez simple d'évaluer le succès d'une entreprise après sa digitalisation. On voit juste les fruits qui ont été donnés. On voit juste les résultats. Exemple, bon, si on prend l'exemple d'une page, on peut dire que oui, on a de l'interaction. Sur les 1 mois, on a des interactions. Les interactions, on a en interaction, on a tant de partage,
tant de likes, on a, bon, voilà, quoi, tant d'abonnés et tout ça. Ouais. Et là, même la personne qui ne gère pas l'outil peut donner ses propres avis par rapport à l'évolution de cette D'accord. plateforme. Alors, comment la PME peut-elle collaborer avec des partenaires externes pour accélérer sa transformation numérique? Est-ce que c'est toutes les PME à qui, par exemple, on parlait tout de suite de sécurité des données et vous nous aviez dit que si une entreprise voilà, souhaitait protéger mieux, qu'elle devait faire appel à des partenaires qui font Oui. déjà ça. Oui. Mais est-ce que ces partenaires, comment faire pour qu'ils nous acceptent en tant que PME, qu'ils aient confiance en nous aussi? Bon, en ce sens, il faut savoir si vous êtes PME, c'est mieux de collaborer avec des PME. Ah, ok. En fait, il faut, si vous êtes dans un ring, il faut boxer avec des combattants de même catégorie. Effectivement. Sinon, vous allez prendre KO. Ouais. Maintenant, je m'explique. Si vous êtes un PME qui est dans le domaine de l'agroalimentaire et que vous souhaitez automatiser votre processus de transformation des produits ou bien voilà quoi des fruits et légumes, vous pouvez collaborer avec des PME qui sont dans le domaine technologique. Ouais. Maintenant, là, ça sera soit échange de compétences ou bien collaboration en long terme par des accords où vous pouvez vous dire que, OK, vous nous aidez à concevoir cette solution pour résoudre ce problème. Et derrière, nous, après rentabilité, nous allons partager à 50-50. Tout dépendra des accords. Maintenant, l'entreprise tech peut dire que, OK, mais nous ne souhaitons pas attendre pour, afin que la production soit rentable, mais nous ferons échange de compétences sur les 65% de notre tarification et les 40% seront versés en monnaie. Ok. Vous voyez? Je vois. Tout dépend des accords. Maintenant, là, les deux PME auront l'opportunité et l'occasion de fréquenter deux domaines d'activité stratégiques qui ne sont pas les mêmes et d'élargir leur expertise. Ainsi, pourquoi pas fusionner leur entité. Maintenant, en ce sens, on a ces genres d'accompagnement et tout ça, et aussi la formation. Et moi, ce que je conseille aux chefs d'entreprise, particulièrement aux chefs d'entreprise des PME et tout ça, c'est plus de se former et de faire former leurs collaborateurs. C'est-à-dire que de se faire accompagner. Un entrepreneur ne doit jamais, au plus grand jamais, être seul. C'est très dangereux. Il ne faut jamais faire chemin seul. C'est très, très, très dangereux. Parce que si on fait chemin seul, on pense qu'on se suffit. On pense que le peu de connaissances qu'on a, ou bien le peu de compétences qu'on a, cela nous suffit. Alors que si on fait chemin avec d'autres entreprises ou bien d'autres personnes, ça va élargir notre domaine d'expertise. Effectivement. Maintenant, nous accompagnons ces entreprises-là, nous les formons, nous les proposons des outils qui s'adaptent à leur réalité et qui sont personnalisés. C'est très important d'avoir des outils personnalisés. On a des outils ici qui sont, comment dirais-je, qui sont standards, que tu achètes. Et voilà quoi, tu payes le mois, l'année, tout dépend. Mais les outils sont de manière très standard. Du coup, il y a des fonctionnalités, mais toi, tu peux acheter que seulement des fonctionnalités. Alors, l'aspect sécuritaire et l'assistance derrière, ça reste. Maintenant, si tu as les moyens d'avoir, en fait, tes propres outils, bien tes propres technologies,
là, l'assistance ne sera pas un problème parce que la personne même qui va gérer l'outil sera en interne. Effectivement. L'aspect sécuritaire en termes de données, comme on le disait, ça, en fait, c'est une solution pour ces défis-là et aussi en termes de rentabilité et tout. D'accord. C'est ça, c'est la formation et l'accompagnement aussi, les partenariats, collaboration. D'accord. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique et que tout change. Oui. Chaque jour, c'est que quand tu te lèves le matin, tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé sur le marché. Alors, comment est-ce que les PME peuvent s'adapter? Vous qui êtes formateur et qui accompagnez des entreprises, comment vous leur dites pour s'adapter à ces différents changements qui surviennent tous les jours? La stratégie de veille. La stratégie de veille, c'est-à-dire il faut toujours veiller à l'évolution du marché. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit, en fait, de faire du marketing. Parce que si on décompose le mot marketing, c'est market plus ING. Et ING, c'est la forme progressive en anglais. Market, c'est marché en anglais. Et c'est un marché qui évolue. Du coup, si tu veux suivre l'évolution du marché, il faut être constamment en veille. Il faut ouvrir grandement les oreilles, ouvrir les yeux, en fait, ouvrir l'ensemble des sens pour pouvoir entendre, voir, sentir. Sentir ce que les opportunités du marché, écouter les concurrents et les futurs clients, le marché, et aussi regarder l'évolution du marché. Effectivement. C'est très important. Veiller et aussi toujours se faire former. Parce que, bon, en fait, la formation est incontournable. Si vous êtes entrepreneur, il est important de vous faire former. Les certifications sont là, les accompagnements et tout ça. Même les accompagnements sont des formations. Ce sont des formations qui sont adaptées à votre profil, à vos besoins exacts. Et voilà, la formation, stratégie de veille. Et aussi, bon, les partenariats. Ça aussi. Ça aide. Oui, ça aide quoi. Et fréquenter aussi l'écosystème numérique. Si tu es militaire et que voilà, tu ne vas pas et que t'es pas au quartier, là en fait tu n'es pas soldat. Vous voyez, il faut bien se familiariser avec l'écosystème du numérique, c'est très important. D'accord. C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a des entreprises malheureusement qui se voient fermées rapidement à cause de ça, parce que si moi, la cliente, je suis en face de 2 PME et qu'il y a une, grâce à peut-être une nouvelle technologie qui est arrivée, qui est plus avancée que l'autre, on aura tendance à aller vers ce qui est plus rapide parce que c'est le temps maintenant. Tout, c'est la rapidité. Effectivement. Et si les gens avaient pris le temps de faire cette veille-là, ou bien encore d'avoir des bons partenariats qui leur permettent de rester constamment en changement, effectivement, ça ne serait pas peut-être arrivé. Voilà. Donc vraiment, j'exhorte à toutes les PME qui nous regardent de rester en veille, d'avoir les bonnes stratégies pour rester à l'actualité et tout le temps faire des actualisations en fait de l'entreprise. Effectivement, c'est très important. C'est très important. Alors au début, avant l'émission, on parlait vous avez soulevé un point assez important, le fait que les étudiants aujourd'hui vont à l'école, mais ils n'ont pas forcément les compétences recherchées sur le marché. Oui. Est-ce que vous pouvez plus développer? Bon, en ce sens, moi, je dirais que il y a en fait une manque de synchronisation entre la formation et les compétences demandées. La formation, ce sont les connaissances. Ce sont les connaissances qu'on a et tout ça. Et les compétences demandées sont acquises. En fait, ces compétences-là sont acquises à travers les connaissances. Mais il faut savoir,
en fait, extérioriser ces acquisitions-là. Il faut savoir dire à la personne que tu as ces compétences-là, mais il faut réveiller cela. Parce que tu ne peux être compétent sans avoir de compétences, de connaissances. Oui. C'est le savoir. Le savoir, c'est le connaissance. C'est notre connaissance. Et le savoir-faire, c'est ce que nous savons faire, les compétences. Et le savoir-faire, faire, c'est ce que, en fait, l'un de mes mentors, Yankoba Mané, me disait, qui est à la Sonatel. Il y a le savoir-faire et le savoir-faire faire. Et le savoir-faire faire, c'est plus important parce que c'est avoir l'influence sur ses collaborateurs, sur ses partenaires et tout ça. Maintenant, les écoles de formation ne suivent pas cette tendance. Pour moi, elles doivent être en veille, à l'écoute du marché et savoir qu'est-ce que les entreprises ont besoin, surtout en termes de marketing digital, développement web et tout ça. C'est très important parce que ce sont des métiers qui sont incontournables actuellement. Ce sont des métiers qui sont incontournables. Du coup, les écoles de formation, elles t'apprennent à avoir des connaissances, mais pas un métier. Bon, maintenant, il y a certaines écoles d'où moi personnellement je fréquente, que je donne des cours depuis 2 à 3 ans comme ça. Moi, je viens avec l'approche par compétence. L'approche par compétence 100% pratique. En 6 mois, tu seras capable de te certifier en community manager ou bien en social media ou bien de mettre en place une stratégie de marketing, communication digitale ou bien une stratégie de publicité ou bien une stratégie de branding personnel. De personal branding du moins. Maintenant, l'approche par compétence doit être activée et synchronisée. L'ensemble des écoles de formation qu'on a. Et aussi, les contenus doivent être, voilà, quoi. Là, je pense bien, ça c'est au niveau, du ministère de tutelle, formation professionnelle et aussi l'enseignement supérieur. Même sur l'un de ces, sorties là, en fait, le ministre, Mamadi Guirassy, disait que lui, il préfère prendre un étudiant non diplômé et compétent qu'un diplômé avec des doctorants qui n'est pas compétent, c'est vrai. Parce que les entrepreneurs sont à la recherche de gains, d'argent. Du coup, c'est très important d'avoir des qualifications et tout. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu à cette belle question qui ouvre les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont à l'école pour avoir le diplôme, pour avoir des connaissances, mais pas pour avoir les compétences. Et comme vous avez dit, la connaissance doit être extériorisée en compétences. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque et j'exhorte vraiment aux gens de ne pas forcément attendre d'être dans une entreprise pour se faire former, mais d'anticiper la chose, de voir déjà faire. Il n'y a pas que les PME qui doivent faire des veilles, mais même nous, étudiants, qui voulons rentrer dans le domaine, dans on va dire, le monde du travail, chercher déjà c'est quoi qui est à la tendance aujourd'hui, quelles sont les compétences recherchées et aller se faire former en parallèle pour avoir ces compétences-là. C'est très important. Alors, je vais me pencher sur vous. Quand on parlait, on disait que vous êtes CEO de Rond-Point Digital. C'est quoi Rond-Point Digital? Rond-Point Digital, comme on l'entend, on a en fait notre rond-point. Il y a les avenues, il y a les allées et tout ça. Et au niveau de rond-point, c'est là où se concentre tout ce qui est digitalisation extériorisée par la numérisation. Maintenant, là, au niveau de notre rond-point, nous avons en fait des avenues community management, les allées social media management, les allées SEO, les allées content manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a les sorties, première sortie, deuxième sortie et tout ça. Maintenant, quand on quitte le rond-point, là, on peut
on peut se pencher, en fait, on peut s'orienter sur n'importe quelle des sorties parce que on aura à avoir l'ensemble des compétences, qui nous permettront de joindre le rond-point qui est community management, social media, digital management, SEO management et tout ça, SEO management, content manager et tout. Wow. Voilà quoi. C'est vraiment un rond-point. Voilà, c'est qui un donne rond-point. toutes les issues possibles. Oui, sur le digital. Waouh. Alors, enfin, vous êtes spécialisé dans le processus d'accompagnement des PME dans la transformation numérique. Est-ce que ça part d'un vécu, ce projet-là d'accompagner d'autres entreprises? Oui, ça part d'un vécu, parce que en fait, avec un ami, un frère, c'est lui-même qui m'a plus orienté, vers le numérique, vers la digitalisation, parce que moi, bon, de base, j'ai eu une formation administration, gestion des entreprises, et j'ai eu les notions en marketing et tout ça. Maintenant, il m'a orienté vers la digitalisation et j'ai eu à faire cette formation en L3 et poursuivre aussi les études en ce sens. Il s'appelle Abdou Karim Diop, que je salue. C'est un ami, c'est un frère. C'est un ami, c'est un frère que je salue et j'ai pris beaucoup pour lui. C'est mon ami, c'est mon frère. On a eu à créer notre startup, Kangam Labs. Et à la création de cette startup-là, nous avons été incubés par deux des plus grands incubateurs à Dakar. Je peux le dire comme ça. À l'époque, c'était 2018, 2019. Maintenant, après cela, il n'y avait pas eu le suivi et même, en fait, l'incubation, il n'y avait pas eu aussi une incubation adaptée à notre volonté, à notre profil. Avec beaucoup de projets en tête, on était, voilà quoi, vraiment, on avait beaucoup d'énergie, il y avait beaucoup de projets qui étaient rédigés, les business plans et tout ça. Maintenant, à force de rédiger les business plans, on était hélas. Voilà. Maintenant, je me suis penché sur ça. Et là, après acquisition de compétences et d'expérience au sein des agences de com et tout ça, j'ai vu aussi que au Sénégal, nous avons plus de 300 000 PME. C'est beaucoup. Voilà. Que ADPME accompagne plus de 20 000 PME. C'est-à-dire, c'est 300 000 PME, il y a des PME qui ne se sont pas déclarés. Et il y a certaines PME qui dorment. Manque d'accompagnement aussi adapté. Et l'accompagnement, ce n'est pas seulement l'accompagnement financier, mais c'est l'accompagnement aussi technique aussi. Et dans l'accompagnement technique, on a l'accompagnement sur la formation. Parce qu'il y a accompagnement, il y a encadrement. Parfois, il faut savoir encadrer, mais en même temps, on encadre et on accompagne. Du coup, ce sont ces vécus-là qui m'ont poussé à me dire pourquoi pas mettre en place l'un des accompagnants, en fait, l'un des cabinets d'accompagnement des PME, des plus grands d'Afrique, Inch'Allah. C'est ça notre vision. Et nous avons l'ambition et je pense que d'ici moins de 5 ans, je ferai face à vous pour vous dire que, madame, on a réussi. Et Inch'Allah, je crois en ça. Et aussi, comme je l'avais dit, notre rond-point digital, là, c'est large. C'est large et on s'occupe de tout, aspect sécuritaire et tout ça, avec Adams IT et tout ça, Kangam Labs. Voilà quoi. Vraiment, je vous souhaite très bonne chance pour la suite. Merci parce que je vois que vous êtes ambitieux. Vous avez vu le besoin et vous avez osé. C'est que beaucoup de jeunes ne font pas.
oser se dire que est-ce que je vais pas mettre en place quelque chose qui va venir répondre à ce besoin-là. Et vu que vous avez osé, je pense que le Seigneur vous rendra tout le travail que vous faites. Amen. Alors, on va vraiment au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire par rapport au PME? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Qu'ils osent peut-être se former. Oui. S'il y a certains qui en fait, le message que je vais donner, c'est ne jamais accepter qu'on est suffisant. Ah, ça, c'est sûr. C'est très dangereux. Il faut se former de manière très permanente. Il faut aussi savoir être bien accompagné. Il faut savoir être bien accompagné, être à l'écoute. Oui. Il faut être à l'écoute du marché, être à l'écoute des process de travail, être à l'écoute des transformations et tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Il faut être, en fait, en veille permanente et ne jamais se suffire. Être bien accompagné. Un entrepreneur ne doit jamais être un loup solitaire. Il doit toujours être accompagné par un incubateur, par, en fait, un cabinet qui l'accompagne, par un ami, par un mentor, mais ne jamais être seul. J'espère qu'ils ont compris le message. C'est vraiment une personne qui a 7 ans d'expérience qui prend le temps de laisser ce conseil-là. Donc, si vous êtes PME, prenez le temps de regarder cette émission-là pour déjà anticiper peut-être certaines choses. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé du processus de transformation numérique des PME. Donc voilà, c'était un plaisir. J'étais aujourd'hui avec monsieur Abdoul Aziz Diallo. Merci monsieur d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir de faire l'émission avec vous. Alors on se voit pour une prochaine fois. Restez avec nous sur la télé-école, la chaîne 225 sur le Bouquet Canal. C'était un plaisir. On se revoit pour la prochaine. Merci.